Hello Verdun, ça fait environ une dizaine de jours que c'est terminé l'aventure de Billy Walsh. Un bon ami à tout le monde, un bon ami à bien du monde. Et surtout, un être qui a eu une énorme influence sur la vie des gens à Verdun. Si jamais il y a quelqu'un à Verdun qui ne le connaît pas, il a été pendant plus d'une décennie à la direction de la promenade Wellington et beaucoup des choses qu'on associe à la rue Wellington dans le bon sens, a été fait en compagnie de Billy ou a été fait, ou a été imaginé ou a été facilité ou a été conçu, développé, livré ou autour de Billy, par son équipe, par les gens. Un collaborateur d'exception, un humain vraiment juste chill, un bon vivant, puis surtout un bon ami, comme tout le monde qui le connaît serait en mesure de témoigner. Quelque chose que peu de gens savent, c'est que le premier épisode de Radio Verdun, en début 2023, était initialement enregistré avec Billy Walsh. On avait enregistré ça en mi-décembre 2022. Et c'est l'avant-dernière fois que j'ai eu une discussion avec lui où on parlait justement de trucs de la vie, de shop, d'idées, de concepts, de petites frictions, des choses comme ça. C'est très, très peu de temps après ça qu'il y a eu, justement, qu'il s'est fait informer qu'il y avait une connexion de tumeur, c'est un cancer foudroyant. Et puis même là, je suis convaincu que la qualité de vie qu'il a réussi à vivre est un record de durée et de qualité pour quelqu'un avec ce truc-là en particulier. Puis je pense que deep down, ça me surprend absolument pas. Puis maintenant, justement, ça fait une dizaine de jours, puis tout ça. Et puis plus ça avance, tu sais, je prie quand même d'une énorme tristesse. Je le sens là en vous parlant. Mais tu sais, je pleure de moins en moins parce qu'on l'a perdu, puis je souris de plus en plus parce qu'on l'a eu. Tu sais, la vie est bien faite. Pour justement les amis de Bill et tout ça, on a le luxe de pouvoir exister en même temps et à la même place que, tu sais, ensemble, et que des gens avec Billy, puis la vie a fait qu'on a vu nos chemins se sont croisés, puis qu'on a pu, tu sais, nos atomes se sont connus, puis je trouve ça fantastique. Puis je suis super grateful pour ça, comme le sont bien des gens. On avait parlé originalement, j'avais décalé la publication justement de la première épisode, puis à un moment donné, il a dit, tu sais, des prochains playoffs, tu pourras faire ça, ou quand on gagnera la coupe, puis on riait un petit peu parce que le Canadien, on verra cette année, mais bref, je me serais senti mal de garder ça juste pour moi, de pas le partager à la lumière de tous les beaux partages, tous les sentiments, puis la riche gamme d'émotions dont j'ai été témoin, puis par la bande, juste en voyant les gens, puis comment les gens ils manifestaient leur appréciation, leur tristesse, puis leur amour surtout. Fait que en soi, ça serait pas cool de juste la garder pour moi. Fait que, comme promis, comme convenu, avec un léger retard que vous excuserez, voici le premier épisode ever de Radio Verdun avec Billy Walsh. Je t'aime, mon chum. Merci pour toute la magie. Cette semaine à Radio Verdun, l'évolution de la rue Wellington post-pandémie, les vieux commerces un peu louches et l'avenir du commerce de proximité. On pique une jasette avec Billy Walsh. Let's go! Bon, avec Mr. Billy Walsh. Salut. Bill, quand est-ce que t'es arrivé à Verdun? 2002, après un passage éclair dans Hochelaga Maisonneuve, c'est l'ouest vers l'est. Ou l'inverse. Mais chose certaine, 2002, ouais. 2002, là. C'était OG, là. Dans les États-Unis, les gens étaient encore des fans des États-Unis qui venaient de perdre 2 buildings, là. Oui, exactement. On était pas mal là. Encore tout fait. Dans le temps que les duplex coûtaient 50 $, là. 125. Peut-être 50. Ça dépend. Si t'es passé des marchés ou t'es de l'autre bord. Ah, man, j'avoue. Ça l'a bougé. Ça a bougé. Ça veut dire que ça fait 20 ans, d'où? Tu réalises? Genre, ça fait 20 ans cette année. Ouais, j'ai eu le wake-up call. Comme il y a à peu près 2-3 semaines. Puis là, j'ai comme fait, OK, ça veut dire que la moitié de ma vie, ou presque,
est associé à Verdun, donc mon identité ou celui que je suis devenu est associé beaucoup plus ou quasiment autant à ce territoire-là qu'à celui où je suis né. T'es où? C'est spécial, Port-Neuf. Puis juste... C'est où Port-Neuf? Tu veux-tu qu'on le situe, mettons? Je demande pour un ami, là. Une descente, c'est à 40 vers Québec, entre Trois-Rivières, Québec. OK. Plus précisément, Saint-Basile de Port-Neuf. OK. C'est pas de Romaine puis Victo, ça? T'es de l'autre Non, bord. autres, c'est la 20. T'es de l'autre bord. C'est bon. Ouais. C'est bon, fait que toi, t'as pas... Non, je suis un gars de la Rive-Nord. Pas d'opinion sur qui a inventé la poutine. Pas en tout. Parfait. Je sais juste qu'elle est bonne chez nous aussi. Hey, Bill, j'ai une question qui me tracassait un petit peu, mais que je suis bien curieux à ce niveau-là. C'est quoi tes coups de cœur ces jours-ci à Verdun? Parce que je passais sur Wellington. Puis il y a comme des nouvelles places. Puis il y a comme trop de nouvelles places pour toutes les essayer. Je me souviens, il y avait des nouvelles places. Ah, t'as-tu essayé la nouvelle place? Mais là, je repasse un mardi, puis comme il y en a deux des nouvelles, là, il y a un genre de... là, il y a Notre-Dame de Bœuf ou Notre Bœuf de Grâce ou quelque chose d'NDJ avec du bœuf, là. Puis il y a d'autres affaires. Puis là, il y a Ketty, puis il y a d'autres... C'est quoi un coup de cœur que t'as eu, genre, en 2022, là, de... Ben, moi, je suis un gars quand même... c'est drôle, là. J'imagine que c'est le mini-wheats, là, mais je suis un gars un peu d'habitude, puis en même temps qui va vers la nouveauté. Mais après 2 ans et demi de pandémie à Verdun, j'ai comme pas nécessairement décroché, je te dirais, mais j'ai moins couru les nouveautés. Donc, dans tout ce qui est nouveau commerce ou autre, ben, tu sais, je les connais, je les ai vus, mais je les ai peut-être pas nécessairement toujours essayés. Puis, je suis resté sur des valeurs sûres, je suis désolé. C'est pas la réponse que tu voulais entendre, hein? Non, mais c'est parfait, ça veut dire que t'as pas bougé. Non, j'ai pas bougé tant que ça. Puis, tu sais, c'est sûr que Bossa classique... Bossa classique, ça fait pas 20 ans qu'il est non, en 2002. Là. Ça fait 5 ans qu'il est là, je pense. Ils ont fêté leur 5e année. Mais comme je te dis, c'est pas un commerce qui a ouvert pendant la pandémie. Puis en même temps, pendant la pandémie, ce qu'on a constaté dans le fond sur Wellington puis sur beaucoup d'artères qui étaient piétonnisées, c'est l'ouverture en fait de restaurants. Fait qu'à un moment donné, j'ai une limite aussi, je te dirais, à avoir un budget discrétionnaire pour les restos. On aime cuisiner. Mais sans compter que ton budget discrétionnaire, depuis la pandémie, ou depuis que ça a débarré, il me semble que chaque fois que je vais quelque part, je suis comme, je peux avoir 6-8, ouais, je vais prendre 2 Guinness, ouais, comme parfait, ça fait 108$ s'il vous plaît. Puis là, je suis comme, my God, man. Ouais. Puis en plus, tu sais, quand ils mettent l'iPad vers moi, je sais que je t'avais donné un tip sur quelque chose que je donnais pas de tip dessus avant, là, tu sais, puis ça commence toujours avec 20%, 35%, t'es un humain exceptionnel ou genre moins que ça, tu sais, puis t'as une face qui sourit par en bas, puis comme... Je me dis, ils vont-tu mettre un collant d'aubergine sur ma facture, si je fais ça? Ouais, définitivement. Mais en même temps, ça a été un secteur qui a été... Ouais, je comprends. Ah non, mais ils l'ont eu rough. Non, ils l'ont eu super rough. Puis je pense que c'est un secteur dont on a vraiment besoin dans une perspective de vivre en ville, dans des quartiers comme un peu configurés comme Verdun et autres. Là, mais ils jouent... je pense que ces restaurants-là, au-delà d'être juste une destination, un loisir, un luxe, parce que c'est aussi un peu ça. C'est une espèce de tiers-lieu où ils ont une mission de lubrifiant. C'est pas de lubrifiant social, mais ils génèrent du contact, ils génèrent de la rencontre, ils génèrent des interactions. Complètement, ils génèrent des interactions, puis ils sont hyper importants dans une ville aujourd'hui. Ah, je suis d'accord, mais je pense qu'ils ont toujours été. C'est juste... J'aimerais les aider à être plus importants plus souvent. C'est juste que mon 100$ m'achète juste 2 drinks puis un assiette d'huîtres. C'est plus ça. L'autre fois, je sors avec mes boys. Tu sais, je suis propriétaire de kids de 8 ans, 7 ans, 9 ans bientôt. Puis, je suis comme, bon, ben, tu sais, on s'entend, là. Les autres, à leur âge, ils boivent quasiment pas. Puis je suis comme, OK, bon, ben, les burgers, puis let's go de même. Je suis comme, bon, mais 90$ plus tard, là. Je suis comme, man, c'est 100$, là. OK, papa, il a pris 2 bières, mais comme, my God, là, 3 burgers, 2 bières, là, puis 2 Pepsi, genre, ça... Je pense que, ben, tu sais, aujourd'hui, le dollar investi, c'est pré-pandémie, je pense qu'on était peut-être un peu moins... je cherche le bon mot, de toute façon, tu vas l'arranger au montage. Bon, ça. Tu me prêtes des intentions de professionnalisme assez intenses, là. On était peut-être moins, pas nécessairement, j'allais dire le mot vigilance, mais on était juste dans un autre contexte, donc la question de vigilance était peut-être moins au premier plan. Mais on était visiblement dans un processus ou dans un contexte de dépenses qui était différent.
Là, aujourd'hui, il y a un petit peu plus d'incertitude, il y a un petit peu plus de mouvement, puis on est peut-être un peu plus conscient de ce qu'on paye pour ce qu'on a. Ce qui est intéressant, ceci étant dit, excuse-moi de te couper, mais sur Wellington, on a eu, je trouve que dans les 2-3 dernières années, oui, il y a des restaurants, il y a beaucoup de restaurants qui ont ouvert, mais quand même, on a été capable de garder une gamme de prix qui est assez large. Ouais, donc, c'est vrai. Je respecte là-dessus. Là. Ouais, ça n'a pas seulement été du high-end. Au contraire, je pense je pense à Slice and Soda, par exemple. C'est pas quand je dis c'est pas du high-end, c'est-à-dire ils font de la vraie bonne pizza. C'est délicieux, mais en même temps, tu es capable d'avoir une pointe à moins de 5$. Fait que. Ouais. Il y en a un peu pour tous les portefeuilles, puis c'est intéressant de voir la diversité en fait que ça a pu générer. Ben, il y a une partie de moi qui s'ennuie toujours de la pizza, tu sais, 2 pour 82,99 cents sur la rue Saint-Marc. Back in the days. Mais ça, c'est justement en 1999. Puis en même temps, tu sais, il y a 20 ans, on avait peut-être aussi un système digestif qui était plus en mesure de gérer 2 pizzas pour 99 cents, puis la quantité de levure qu'ils mettaient là-dedans. Ça marche, pour qu'elle ait l'air un peu grosse. Ça marche à tout coup, là, puis comme, yo! Ouais. Aïe, aïe, aïe. Fait que là-dedans, tu sais, j'ai une autre affaire qui, pendant que je pensais à ça, je suis comme, moi, je suis curieux de savoir tes coups de cœur demain. Fait que, tu sais, c'est quoi un coup de cœur pour toi? Aussi que t'es comme, quelqu'un s'en vient demain, t'es comme, j'ai juste le goût, comme tu valeur sûre ou quelque chose. Fait que c'est quoi ton go-to spot, là, que t'es comme, s'il vous plaît, changez pas, là, tu sais? Et que c'est une bonne question. Puis, aussi, là, ouais, non, c'est clair. Puis, je fais attention là-dedans parce que c'est peut-être un vieux réflexe de direction générale, fait que je veux pas nécessairement mettre le spotlight sur un commerce en particulier ou des commerces en particulier. Mais au-delà, je pense qu'au-delà du brand, de l'image, du produit, de l'identité en fait du commerce, ce qui fait vraiment la différence, c'est le staff. C'est pire quand là. Non, mais je sais que c'est staff, sauf que tu sais, va chez ton barbier X ou encore va chez ton libraire Y, chez ton restaurateur, peu importe. Ok, je vais poser une meilleure question. C'est la relation humaine je trouve, qui fait la pertinence de la place, puis qui fait qu'on y revient, parce qu'aujourd'hui, pour se différencier, au niveau de la gamme du produit, je veux dire, il y a tellement de talent, il y a tellement de gens qui sont brillants, qui sont bons, qui sont des super créateurs dans nos commerces, qu'aujourd'hui, je trouve que la valeur ajoutée, c'est vraiment toute la question de l'expérience, puis ça passe pour moi vraiment par le service. Je t'entends. C'est du monde. C'est du monde. Fait que je vais poser une meilleure question. Dans le fond, ça me highlight que c'est ma question qui aurait pu être meilleure. C'est où la dernière place que tu as dépensé 100$ pour que tu étais comme, my God, que ça soit de la bouffe, que ça soit, tu sais, whatever, là, mais juste que la dernière place que tu as justement acheté localement, tu étais comme, man, j'adore cette place-là. Tu sais, que tu as dépensé un bon montant, là, pas 14$ ou whatever, mais comme, tu as dépensé un chose, puis tu étais comme, my God, j'adore cette place-là. La dernière place que tu as fait ça, et non ta préférée. C'est vrai que c'est dur de choisir un enfant préféré ou d'en parler publiquement. Mon dernier 100$ à la rue. Attends. Que t'étais comme, man, je suis content. Ouais. Man, j'aime cette place-là. Man, j'aime cette place-là. Il y en a trop. Même ton dernier 100$. Il y en a trop. Mon dernier 100$, c'est quoi? Ton relevé de carte de crédit, là. Ou Interac. Ou cash. Mais... Je pense que c'était chez Bossa. Salut. Faut encore que je leur dise. Non, mais ils ont la... Mais c'est parce qu'en fait, ce qui est beau avec cette place-là, c'est que tu y vas pour le crave du moment. Puis là, tu fais, OK, je me grab un sandwich. Ouais. Puis là, quand tu rentres dans la place, après ça... On s'entend, c'est le meilleur... Moi, je dis à tout le monde, c'est le meilleur sandwich en ville, là. Puis à un moment donné, on avait fait un événement aux autres au bureau, puis il y avait des grosses assiettes de traiteurs de même. Je suis comme, OK, ça, c'est le meilleur sandwich en ville. Je suis comme, je viens de déclasser Bossa dans ma tête. Puis là, je vais voir Gisèle, tu sais, qui s'occupe de tout ça, tu sais, puis elle s'arrêterait, je m'en ai Gisèle. Puis là, je dis, Gisèle, c'est bon, ces sandwichs-là. Elle dit, c'est super cool, c'est ma place préférée, c'est Bossa sur la rue Wellington. Je suis comme, bon, mais ça règle ça. That's that. Non, puis après ça, tu rentres, puis je veux dire, là, il y a toujours un peu d'attente, victime de leur succès. Fait que là, tu te mets à regarder les étagères, puis là, tu te dis, c'est vrai, en fin de semaine, je vais avoir mes parents. Tu as un jour ramassé une sauce. Oui. Je m'en suis soupé chez Philippe en fin de semaine. OK, mais je vais prendre des pâtes, puis je vais emmener des goodies, puis finalement, tu sors avec une facture. Mais tu sais, c'est un peu ça aussi qui est... moi, j'aime beaucoup les endroits... Bon, c'est sûr, c'est de la bouffe, c'est peut-être un petit peu plus simple, mais
l'espèce de mix, en fait, dans ce commerce-là que j'aime, c'est le mix du comptoir-service des gens qui y travaillent, l'étagère, l'épicerie. Puis je pense que de toute façon, c'est une tendance qu'on voyait dans les... tendance qu'on voyait dans les 10-15 dernières années, là, au niveau des espèces. Bon, c'est pas nouveau ce qu'ils ont fait. Je veux dire, t'es allé à la vieille Europe, mais je veux dire, c'était ça sur Saint-Laurent dans les 20-30 dernières années. Comptoir lunch, comptoir service. Mais oui, ils font bien, définitivement. Mais c'est de trouver, dans le fond, dans un commerce, la réponse à plusieurs besoins ou que l'offre en fait de service n'est pas trop pointue pour que tu puisses grappiller soit différentes expériences ou encore différents produits, puis idéalement les deux en même temps. Ouais, le linger factor, comme un de nos clients il disait, là, il dit, moi je veux que les gens linger un peu, là, je veux qu'ils prennent un peu dans le magasin, dans le bon sens. C'est clair. Ça fait de la vie, ça fait de la statique qui appelait. Puis il faut pas tellement voler d'expression là, à ce que là c'est il dit I want him to linger. Puis ouais, static, good static Bernard, good static. Là, les gens il faut qu'ils soient proches, tu sais, dans les interactions, puis j'ai tellement catché quand il me disait ça là. Mais puis la meilleure, je te dirais le meilleur facteur en fait qui crée ça dans un commerce au-delà de la gamme de produits ou encore de l'ambiance du design et autres, tu sais, c'est les êtres humains. C'est le rapport que tu as avec le commis, le vendeur, le serveur, le propriétaire. Moi, je pense que c'est beaucoup dans le relationnel, c'est beaucoup dans l'histoire que tu racontes. Parce que, tu sais, honnêtement, pour pas le nommer, mais tu vas chez Canadian Tire, c'est rare, à moins de ne vraiment pas pouvoir trouver ton produit, puis tu fais le magasin au complet parce que c'est pas clair. Ton téléphone te dit qu'il y en a un, mais visiblement, ces étagères, il n'y en a pas. Je veux dire, c'est rare que dans des magasins de même, tu vas aller passer plus que 20 minutes. Tu sais, tu rentres, tu sors. On le vit pas de la même manière. Peut-être. Moi, je tripe à aller chez Canadian Tire. J'essaye les machines à exercice. Je te pogne des outils. Je réponds gentiment au bonhomme qui devine assez rapidement que j'accepterai pas sa carte de crédit et son rabais de 15$. Ils sont sympathiques. Ils ont du pep. Ils ont une belle énergie. C'est clair. Mais mais je déconne, mais je comprends que tu puisses t'enfarger. Malheureusement, j'accorde pas. Puis je comprends pourquoi. Ceci étant dit, je comprends totalement pourquoi. Mais j'accorde pas le temps pour ça. Je le mets ailleurs. Mais par contre, quand je vais. Puis là, c'est sûr que moi, j'avais peut-être une relation privilégiée avec les commerçants de la rue, mais à chaque fois que j'ouvre une porte d'un commerce. Évidemment, tu sais, c'est rapidement le comment ça va, puis on part sur 5, 10, 15 minutes. En fait, oui, on peut dire, je vais voir ma communauté, en fait, puis c'était beaucoup plus présent à l'époque où j'étais sur Wellington, mais encore aujourd'hui, je veux dire, j'ai tissé des relations avec ces gens-là, puis pour moi c'est du monde, là, c'est puis c'est un lien de confiance, puis j'aurais de la difficulté aujourd'hui de me retrouver, je pense, dans un quartier où je connaîtrais pas, en fait, c'est beau catch. Où j'aurais pas cet ancrage-là à l'intérieur de la communauté de l'artère commerciale. Fait que moi, je me sens vraiment privilégié d'avoir eu cette relation-là avec ces gens-là. C'est peut-être un peu de mon côté, tu sais, mon espèce de tissu social ou ma communauté que j'ai développée de cette façon-là. Je t'ai volé cette expression-là, le tissu social, là, j'utilise pour expliquer aux gens pourquoi j'habitais Basque, pourquoi j'aime telle affaire. Moi, si j'habitais pas à Verdun, j'habiterais à Rosemont, dans le vieux Rosemont. Je le dis depuis 2006. Ouais. Puis c'est les deux places qui ont augmenté le plus dans les 5 dernières années qui me gossent un peu. Là. J'aurais aimé ça avoir un peu d'argent en 2016 pour pouvoir vivre mon rêve avant que tout le monde. Là. Mais bon, ça c'est j'aurais donc dû. Là. Mais j'ai une question à ce niveau-là. Tu dis justement quand tu ouvres la porte, là on jase de Wellington, là, ça se peut que tu sois écœuré d'en parler. Là. T'étais plus dedans. Moi tu me dis, là, j'ai sorte de choses, mais j'ai des questions de ce côté-là. Tu dis tu ouvres la porte, mais il y a l'extérieur de la rue qui est important. L'extérieur, l'outside, oui, le facing, oui, l'ambiance, oui, les gens que tu vois dans la rue. Hey, salut, on s'arrête, c'est le fun, la communauté. Mais où l'équilibre entre ça va tellement bien que des grosses chaînes commencent à s'y intéresser, puis je pense que les petits commerces, ça a une identité. Mais tu sais, c'est quoi? Il y a où l'équilibre entre le petit coffee shop et le Starbucks? T'sais? Je me rappelle, je t'avais dit il y a des années, comme on le sait que on va être rendu big quand Starbucks va vouloir s'installer. Puis t'es comme, oui, mais t'es comme, je suis pas sûr que ça serait cool qu'il y ait un Starbucks. Comme là, on a nos petites places de même, mais en même temps, c'est que tu veux le succès, mais si t'en as trop, tu sais, il y a où l'équilibre? Y a-tu un équilibre là-dedans ou y a-tu un deuil à faire à un moment donné? Bon, ben, on est rendu plus big, puis il y a un Starbucks, puis telle affaire, tu sais.
Ta question est super bonne. J'ai pas encore de réponse. J'ai pas la réponse, mais j'ai des éléments de réponse qui viennent des observations que j'ai pu faire dans les dernières années. Je pense que c'est les consommateurs, en fait, qui l'ont, la réponse, vraiment. Puis malheureusement, dans le contexte, en fait, de développement commercial qui est le nôtre, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement beaucoup... Les urbanistes ont le zonage, par exemple, pour être capable de... Il y a de la contingence. Ils sont capables de contrôler une certaine forme d'arrivage de cette façon-là. Mais toute la question de l'augmentation des valeurs foncières ou encore la valeur du loyer, il n'y a pas beaucoup de mécanismes sur une artère commerciale qui te permet en fait de les limiter. Donc après ça, je pense que c'est le marché qui réagit à l'ouverture d'un commerce plutôt qu'un autre, puis à savoir si c'est bon ou non. Puis on l'a vu, tu sais, les chaînes que tu as nommées, il y en a d'autres aussi qui ont essayé d'ouvrir dans certains quartiers, puis ils se sont cassés la gueule. Après ça, je pense que la responsabilité revient aussi aux citoyens d'adhérer à un développement plutôt qu'à un autre. Puis il y avait le Starbucks sur Notre-Dame, genre à côté du Joe Beef aussi, là, puis c'était comme un des plus beaux, là, honnêtement. Là, c'est vrai que puis c'est une place super cool pour aller rencontrer des gens pour acheter leurs speakers Sonos qui vendaient flambant neuf, mais qui avaient reçu en cadeau. T'sais. Je me suis pas équipé à neuf. Mais là, ça a fermé, puis c'est rendu à autre chose. Puis là, j'étais comme... Mais c'est quoi la balance? T'sais, si on arrive versus d'avoir... On a des bars depuis 8 ans maintenant. Ouais. Ouais. Mais on n'a pas encore de cage au sport, par exemple. Ouais. Je suis ni pour ni contre la cage au sport. Par contre, c'est un autre mécanique, c'est un autre genre de vibe là, de ce côté-là. Mais c'est ça, c'est l'équilibre, je trouve. Est où le sweet spot? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que ça varie? Est-ce que c'est... En fait, tu sais, pourquoi être le boulevard Tachereau en tout respect, je comprends, là. mais ça ne deviendra jamais ça parce que l'ADN, dans le fond, de notre quartier n'est pas nécessairement associé à celui de Tachereau, mais je comprends ton point, là, dans la mesure où on voudrait pas on voudrait pas perdre le contrôle, en fait, sur le développement, mais malheureusement, tu sais, on est quand même dans ce contexte-là d'offres et de demandes. Puis, je vais te donner un exemple. Quand j'ai quitté Wellington, une des préoccupations que j'avais, c'était l'arrivée assez massive, en fait, de restauration. Puis, sûrement que présentement, si on faisait des études sur Wellington, on constaterait qu'il y a une surreprésentation de la restauration versus le besoin réel, dans le fond, des consommateurs citoyens qui habitent dans une zone de proximité. C'est clair ce que je dis? Okay. Ouais, mais besoin réel dans le sens de... C'est quoi ma dépense par ménage? On est saturé, autrement dit. Exactement. Le montant de dollars de resto disponible. Puis disponible, parce que le restaurant, ça demeure, dans certains cas... ça peut être un luxe ou utilitaire. Utilitaire, genre, je travaille à proximité, j'ai pas eu le temps de me faire un lunch, il faut que je mange à midi. De loisirs, on va manger en couple ou on va manger avec des amis un samedi soir. Bon, OK. Là, après, c'est est-ce que tu desserres ta population locale ou tu desserres en fait une population qui vient pas de Verdun puis qu'on veut voir venir aussi sur Verdun. C'est juste que ça devient, ce genre de répartition-là en type de commerce sur une artère commerciale, ça devient dangereux parce que le jour où tu rencontres des difficultés économiques, où tu n'es plus la saveur du mois, ben les gens ils vont se déplacer ailleurs. Donc là, tu te retrouves avec un quartier qui était très, 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 très hype, puis soudainement, tu n'es plus la saveur du mois, puis là, tu te retrouves dans le fond avec une descente qui est pas souhaitable. Ce que tu veux, c'est toujours être capable de trouver le sweet spot entre ta demande citoyenne puis à quelque part aussi une offre qui répond à une demande. Puis là, je vais parler dans mes termes là, de planificateur, mais exogène à ton quartier, fait, qui vient de l'extérieur du quartier puis qui est comme un peu un visiteur. Malheureusement, quand tu n'as pas le contrôle sur le mix puis tu redonnes tout au propriétaire ou à l'entrepreneur, ben eux autres, puis je les comprends, eux autres, ce qu'ils voient, c'est leur entreprise, c'est leur potentiel d'attraction. Sauf que quand tu as trop de joueurs qui rentrent dans un secteur avec cette volonté-là, ben, tu cannibalises le marché, puis ça fait en sorte que tu as une surreprésentation. Moi, ma question présentement sur Wellington, c'est est-ce qu'il y a trop de restaurants? Puis est-ce qu'il y a trop de restaurants pour assurer, je te dirais, une certaine forme de résilience par rapport à l'artère? Maintenant, je te laisse après ça me poser une question, parce que quand je pars là-dedans, j'aime vraiment ça, je m'enflamme. Mais il y a un phénomène aussi qui est, je pense, nouveau sur les artères commerciales, c'est l'effritement ou la dissolution tranquille mais certaine, en fait, du commerce de détail.
Oh shit. Et ça... Dissolution tranquille du corps. C'est quand même gros comme... Ben, c'est parce qu'en fait, tu sais, puis là, j'ai pas de boule de cristal, puis je suis vraiment pas bon avec retenir l'information que je lis puis que je reçois, mais on a visiblement, il y a un shift important qui se fait au niveau de la consommation. Fait que les gens consomment de plus en plus via Internet, via des plateformes en fait numériques. Je prends aucune responsabilité pour ça. Ben oui. Écoute, on en a tous une. Qui n'a jamais... Qu'est-ce qu'il disait le monsieur? Donc, qui n'a jamais pêché me tire la première pierre, c'est ça? Ah, je sais pas. C'est pas les Seigneurs des Anneaux, ça? Gandalf. C'est Gandalf. Alors, je pense une pause café verre d'eau refill, là? Ouais, dans 5 minutes. En fait, sinon, je vais perdre mon idée. J'étais parti à lancer. Vas-y. Non, je vais perdre mon idée. Tout ça, c'est juste pour dire que, tu sais, je pense qu'on est à l'aube, en fait, d'une transformation importante dans les habitudes de consommation. Les gens veulent gagner du temps. Les gens veulent être plus efficaces. Puis, en fait, pour se procurer des biens, les plateformes numériques, je veux dire, là, je prêcherai pas pour ma paroisse, mais tu sais, je veux dire, les plateformes numériques amènent une facilité hallucinante. Puis tu sais, on le voit, là, moi, je parie que l'épicerie, tu sais, c'est un des secteurs qui va être, je veux dire, en pleine croissance au niveau de la commande numérique, là, parce que... La croissance, oui, parce qu'il y a un retard dégueulasse à rattraper. Définitivement, mais le retard fait aussi en sorte qu'on se retrouve avec une armature commerciale qui témoigne de ce retard-là. Donc, dans les biens, tu sais, semi-réfléchi, je pense c'est quoi des biens semi-réfléchis, là? Ben, tu y penses un peu plus. Tu y penses un peu plus. OK. Mais tout simplement, c'est... Non, mais c'est une bonne réponse, hein, ça? Ah, c'est assez réfléchi. J'ai l'impression que c'était une réponse d'un prof d'université. Non, mais c'est juste que, tu sais, pour aller dans ton pour passer à l'action, en fait, tu y penses davantage, tout simplement. Avant de dépenser ton dollar, tu as juste une réflexion un peu plus... exemple, le livre, exemple, le produit. Une voiture, on fait nos recherches, on attend un peu plus, ça va prendre un an et demi. Versus un croissant, tu sais. Exactement. Fait que, c'est sûr que tout ce qui est... d'usage quotidien récurrent, ben c'est peut-être des services qu'on va, ou en tout cas une offre de disponibilité là, de produits sur les artères commerciales qui va tendre à disparaître davantage, puis on va être plus sur de l'expérientiel puis du spontané, ou encore du produit qu'on veut essayer, toucher, regarder pour l'acheter. Puis on a des produits quotidiens qui vont peut-être des commerces en fait de produits quotidiens qui vont peut-être disparaître parce qu'on se rend compte comme consommateur que le repeat numérique est beaucoup plus facile pour s'approvisionner, puis la dépense de temps est beaucoup moins engageante, en fait, puis on arrive à peu près au même résultat. Fait que, tu sais, on l'entend depuis les 10, 15, 20 dernières années, les commerces doivent être expérientiels, ils doivent être relationnels, même, tu sais, je veux dire, le numérique a utilisé ce langage-là là, pour être capable de générer de la vente, le relationnel. C'est toi qui l'as inventé. Non, mais je l'ai écrit au moins une fois. Au moins une fois. Donc, je pense que ça confère un positionnement encore plus humain, encore plus dans la relation aux artères commerciales, puis visiblement, ben, il y a des commerces qui ne trouveront pas leur salut sur des plateformes comme celle-là parce qu'ils n'auront pas la valeur ajoutée que les gens vont rechercher, étant le relationnel. Puis les gens qui ne veulent que du produit, on va aller ailleurs, mais pour moi, ce n'est que le début. T'sais. Ah ouais? Hein? Ben oui, c'est clair. Ouais, pause café, puis on... Cool. Nice. C'est pas beautiful. Ben, c'est-tu pas beautiful? J'ai pesé sur le... Sur record. Sur là, on est back. Fait que t'habites dans, tu sais, sans être dans le précis, à quelle adresse précise, mais Bill, toi, t'habites dans le coin que j'appelle, tu sais, proche du Wellington, le Verdun central, qui est pas tout central. Le vieux Verdun. Alors, celui qui a dans les rues du Nord avec des noms de ma tante. Non, les noms de sa fille. Oui, mais un jour, peut-être, sont-elles devenues... Je leur souhaite. Moi, je viens pas de Portneuf. Je le sais, mais... bonne ligne. Mais un jour, ces dames-là étaient des enfants. Et peut-être sont-elles devenues des matantes. Mais c'était, si ma mémoire est bonne, c'était un propriétaire foncier et il a nommé, en fait, les rues qu'il a développées au nom de ses différentes filles. Alors, voilà la raison pourquoi on a la séquence de est-elle... on s'entend que c'était des noms qui semblaient venir d'une autre origine. Quoique, si on remonte un peu, mon grand-père s'appelait Évremont, ce qui est quand même relativement marginal. Le frère de mon grand-père s'appelait genre Ovila. Plus classique. Ovid. Ouais, OK. Ovila, ouais. c'est
C'est pas le gars qui avait des troubles d'apprentissage dans les filles de Caleb? Ouais, c'est ça. Mais t'as Ethel, Gertrude, Evelyne. Puis je pense que c'est pas mal ça. La grande question que je me demande. Régina, ouais, mais qui était peut-être. Était-ce une de ces. Toujours un nom qui est bizarre. Ça, en anglais, ça se fait. Comme j'aime bien dire, là. Because Regina rhymes with fun. Puis je me demande si elle connecte pas. Non, elle connecte pas, mais avec la rue Cool de Verdun, quand même, c'est un bon trademark, ça. Ah, c'est ça. La rue Cool de Verdun. Ah, ça, puis la rue Foc à l'ouest, là. Elle existe pour vrai? Pour CH. Mais ça, c'est dans le Verdun Ouest. Ça, c'est dans le Verdun qui est très à l'ouest, là, tu sais, qui est loin justement du core plus Wellington, là, de ce côté-là. Mais ma question, c'est parce que tu disais 20 ans, tu disais, tu sais, on parle de tissu social. Tu sais, moi, je suis dans le demi, là. Moi, je suis. Tu sais, je tripe, maintenant, je suis proche du fleuve. Avant, j'étais sur un regard. Là, je suis plus proche du fleuve. Mais tu sais, je m'ennuie beaucoup de ma ruelle. Puis je m'ennuie pas de ma ruelle, je m'ennuie de ma ruelle, oui. Parce que ça, je peux pas montrer à mes enfants à faire du vélo dans la rue, il y a tout le temps les autos. Puis je connais pas mes voisins. Puis je réalise que tous mes voisins que je connaissais avant, je les connais parce que la ruelle, tu sais. Puis toi, t'as ce côté-là, puis tu sais, ça. Comment je pourrais dire? Ça a-tu changé en 20 ans ou c'est-tu ça qui fait que t'es bien dans ton beat? Tu sais, c'est quoi l'évolution d'un Bill qui habite dans le cours ou ce que justement, je pense que vous avez une ruelle verte, là, vous autres? Ben, pas loin. À n'en devenir. OK. Ben, la première année, c'est toujours un peu mitigé, mais non, l'intention est là, puis le travail a été fait. Ceci étant dit, non, je pense que la vibration est encore là. L'état des. L'esprit des lieux est encore là. La ruelle verte, c'est un concept super intéressant pour juste créer un tiers-lieu à proximité de l'endroit où tu vis. Moi, j'ai toujours pensé que on devait considérer en fait le journey ou le cheminement en fait d'un résident de Verdun la fin de semaine comme étant je commence mon samedi matin dans ma cour. Après ça, la fin de l'avant-midi, je la passe dans ma ruelle à chiller avec le monde autour de chez nous, puis les enfants jouent dans l'espace sécurisé que représente la ruelle. On joue au hockey, on joue au ballon, whatever. Puis en fin d'après-midi ou après le dîner, on finit ça sur la rue Wellington. T'sais. C'était comme l'espèce de cheminement que je me disais qui est comme normal d'un week-end. Puis à quelque part là-dedans, tu manques de rien. Ton week-end, comme parent, comme famille, t'as pas besoin d'autre chose. Tous tes besoins sont comblés en termes d'approvisionnement social, puis avec un peu de chance culturelle, tout dépendamment de ce qui se passe. Mais ça, c'était notre rôle. En tout cas, on l'a pris, là, le rôle, quand moi, j'étais sur la rue Wellington. Puis de toute façon, ceci étant dit, je pense que le programme de Ruelle Verte fait aussi de Moses bel job là-dedans parce qu'il encourage aussi là, la diffusion culturelle. Mais l'implication citoyenne. Oui, exactement. Par et pour la communauté. Fait que ça, c'est magique. Puis à quelque part, tu sais, ce que je trouve spécial aujourd'hui, c'est que ça nous prend des programmes, en fait, pour encadrer cette volonté-là ou une vision de retrouver un tissu social. Donc, ça nous prend des programmes gouvernementaux pour être capable d'y arriver, mais ultimement, une ruelle, c'était ça. C'est à l'origine de la genèse, tu sais. Ouais, écoute, je vais. C'était peut-être un peu par défaut. Oui, puis non. Oui, puis non. Tu sais, faut pas généraliser. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est, moi, j'étais à Verdun avant toi. Sans dire que je suis plus verdunois que toi ou mieux. T'sais, c'est pas moi qui va le dire, là. Vas-y, t'es sur une belle lancée. Quand je suis arrivé à Verdun dans les 90s, les poubelles étaient ramassées dans les ruelles. Fait que c'était pas juste un lieu de rencontre, c'était un lieu il était informel. Ça faisait une place pour mettre les fils électriques avec nos beaux poteaux qui ont tendance à être plus ou moins de niveau là, depuis un bout. C'était de service. Mais il y avait ça de service, il y avait ça. Puis je me rappelle, on avait tout pitché la neige dans la ruelle pour dégager notre cour. Puis là, les gars de la ville sont arrivés, ils sont comme, hey, pouvez-vous reprendre votre neige? Comme, ouais, puis ils pouvaient pas passer. Puis il y avait ça, mais c'était les poubelles, puis c'était pas toujours chic. Il y a surtout les jours de poubelle d'été, là, je te dirais que des fois c'était plus une ruelle brune, surtout que vu que c'est pas devant chez vous, des fois ça sortait le mardi, puis les poubelles c'était le jeudi, puis à 32 degrés, c'était pas
T'étais à un slap shot de coller à la fin de la game d'hockey si tu manquais. Je comprends ton point, c'est-à-dire que, tu sais, au niveau de la forme, c'est sûr qu'on n'est peut-être pas nécessairement dans l'esthétisme ou dans l'ambiance qu'on est en train de recréer aujourd'hui avec un programme de ruelle verte, mais dans le fond, tu sais, les ruelles ont toujours été des lieux de sociabilisation qui étaient super importants quand, à un moment donné, les chars ont envahi les rues. Puis je pense qu'aujourd'hui, dans le fond, on tente, avec des programmes municipaux, de recréer cette ambiance-là pour justement faire sortir les gens de chez eux puis de créer du tissu social. Donc, on revient avec une version édulcorée de la ruelle parce que visiblement, elle est moins dangereuse, elle est plus sécuritaire, elle a moins sa fonction de voirie ou de service. Mais n'en demeure pas moins qu'on tente de reconquérir en fait sa posture très sociale, très communautaire, puis c'est magique en fait. Ça fait, moi je trouve que ça change vraiment la dynamique de vivre en ville pour le mieux. Puis là, ça me peine, parce que je pense à ça, puis je regarde carrément par la fenêtre la cour de mon voisin qui est visible parce que j'ai pas de ruelle entre moi et la cour de mon voisin. Ça me manque, là. C'est sûr, il faut que je me trouve une autre place. J'adore, comme je te dis, moi, j'adore le logement. J'adore l'espace physique qu'on habite, mais j'aime pas la ruelle. Puis pour moi, là, pour mon désir, puis où est-ce que je suis avec mes 12, là, mes petits bonhommes, 8 ans, 7 ans, tout est un petit peu trop loin, je peux pas les envoyer à l'épicerie. J'aimerais bien ça, pas être obligé d'y aller moi-même chercher une baguette, là, des fois. Honnêtement, je suis rendu à l'épasse où j'aimerais ça juste les envoyer aller chercher une baguette juste pour avoir juste le temps de prendre une petite demi-bière, juste me donner un petit juste comme, hey gars, c'est vraiment important d'aller chercher chose random. La seule raison pourquoi je traîne de l'argent comptant, c'est pour envoyer mes gars faire des commissions. Je trouve que là, c'est un peu trop loin, fait que là, c'est un peu ça, mais ouais, dans ce côté-là, il me manque un peu là, de pouvoir juste les. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que je reviens à la question que tu m'as posée tantôt, en lien avec le mix commercial et le développement des artères. Comment on est capable de mieux planifier ce qui s'en vient? Comment on est capable d'avoir une vision de l'avenir qui est un peu plus prévoyante, le débat de l'école à l'île des Sœurs. Je veux dire, on fait du développement. On a de la misère à trouver des places. Où on laisse faire du développement. J'imagine peut-être un peu des deux. Pas plate, mais il me semble qu'à chaque temps en temps, je me retourne puis où il y avait des arbres, il y a un nouveau projet enthousiaste de vie dans la nature. Ironie, là, tu sais. Puis en même temps, la ville, c'est une bébite qui a besoin d'être capable de générer des revenus pour être capable de fournir des services. Mais au départ, quand on crée la rue, quand on crée l'infrastructure, c'est super le fun parce que c'est plein de nouveaux revenus puis on n'a pas besoin d'entretenir. Mais dès que la désuétude te frappe, là, tu fais comme, oh, OK, le modèle d'affaires, pas sûr qu'il marche. Les chiffres, j'en ai quelqu'un justement d'une autre ville, d'un canton, c'est mon oncle, le maire du canton de Newport, d'un canton de l'Est, puis il expliquait, il dit, les chiffres à terme, quand tu les actualises, au bout de façon de parler, je vais y prêter des mots, là, mais au bout d'une génération, il dit, les chiffres sont pas aussi... sont plus balancés, là, c'est-à-dire, bon, ben, tu veux croissance, oui, ben, ça te prend de l'infrastructure. Pour l'infrastructure, ça te prend plus de gens. Puis là, tu as plus de gens, mais ça va te prendre plus d'infrastructure. Puis il dit, il y a un côté, pas de pelletage par en avant, mais c'est cyclique. Et puis à un moment donné, c'est ça, c'est un genre de momentum qui est. T'arrives jamais. Pas dans le sens que t'arrives pas winner, mais dans le sens que t'as jamais terminé parce que il y a toujours une chose qui fournira pas pour l'autre. T'sais. Non, puis on peut se poser. Là, récemment, on voyait. Je suis pas à fond au courant du dossier, mais on voyait le MTQ qui se posait des questions vraiment pour le financement des routes. Est-ce que c'est encore soutenable, un développement comme on l'a fait, avec une telle mobilité associée, mettons, à l'automobile, puis un des gros postes de dépenses, c'est oui, évidemment, santé, éducation, mais un des gros postes de dépenses en lien avec notre mode de vie, c'est toute l'infrastructure routière. Fait que comment, moi, j'ai l'impression que des fois, innover, on en parlait tantôt, t'en parlais avec les ruelles, innover, des fois, ça va être juste de revenir à la base. Ça va être de revenir un peu à ce qu'on était à la genèse de la création de la ville. Puis, cette idée-là ou cette philosophie-là de la ville du 15 minutes, c'est à la fois, je pense, enrober justement, en fait, un mode de vie qui est beaucoup plus dans la proximité, mais en même temps,
de revenir vers un mode de vie qui est plus vers la proximité, c'est aussi une certaine forme de décroissance qui est à quelque part souhaitable puis qui va devenir inévitable. Puis c'est le packager dans une approche hyper marketing puis super le fun, mais on a oublié qu'il y a énormément de... Il y a beaucoup de gratitude puis il y a beaucoup de satisfaction aussi dans ce mode de vie-là de proximité. Qui était un peu, je pense, l'ADN, tu parlais de Verdun tantôt, qui était l'ADN vraiment du quartier centre-ville. Puis peut-être que démarchait Crawford, mais il y a des pôles en fait de proximité qui doivent être développés parce que visiblement, ce quartier-là est arrivé dans les années 50, puis déjà on était en mind de développer un quartier, mais où l'automobile prenait une place centrale, alors que quand on a développé plus le centre-ville, donc l'axe de l'église puis Wellington, on n'était pas autant là-dedans que dans la deuxième partie. Ben non, définitivement. 1930, tu sais. Puis même, moi, ma maison, c'est 1912, puis il y a des maisons qui datent du début du 20e siècle. Oui, c'est ça, je te dis. On n'était pas là. 1900 à 1930, à peu près, c'est le range. Tu le vois, là, ça a été parti. Si tu pars du Canadian Tire, qui lui est plus moderne, je crois, si je me fie à son architecture. C'était un camp de séjour, en fait, à cet endroit-là avant, où je ne sais pas si c'était le Maxi ou le Canadian Tire, là, mais il y avait puis là, on rentre dans Wes Anderson à fond, là, on en parlait tantôt, mais... Camp de séjour. Ouais, c'était comme une espèce de camp de séjour. En fait, il appelait ça, je pense, c'était le camp de Verdun ou quelque chose dans ce genre-là. Ultimement, c'était de l'hôtellerie. Donc, il y avait des petites cabines où les gens pouvaient aller coucher. C'était sur le bord du fleuve, mais c'était pas loin, justement, du terrain. Là. On est dans École Monseigneur Richard. Tu regardes ça sur Internet, c'est vraiment fascinant. Puis c'est drôle parce que là, je fais un clin d'œil à notre amour pour Wes Anderson, mais on est vraiment dans le look and feel, là. Puis tu sais, tu veux juste l'instant d'une demi-heure, bring me back there. Ah non, c'était écœurant. Hein? La photo est juste géniale, tu la trouveras sur Internet. Écoute, ça va me faire plaisir. Moi, je sais que justement, back in the day, avant qu'il y ait un Maxi au coin en face de l'église qui était abandonnée pendant longtemps, là, mais parce que maintenant, le Maxi, tu sais, juste à ce coin-là, j'étais sûr que c'était un front. Il y avait une affaire de réparation de climatiseur devant lequel c'était toujours les mêmes genres de Buick qui étaient installés. J'ai jamais vu un client de ma vie, là. J'ai jamais vu un climatiseur. Là, tu sais, je voyais ça, mais c'était comme climatiseur de telle affaire. Il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas de flotte, il était juste là, il y avait toujours des gars assis. Je me disais, bon, ben, j'ai l'impression que c'est ça le club des businessmen légitimes de Verdun, là, tu sais. J'étais comme, c'est un front. Le back office. J'avais genre 16 ans, là. J'étais comme, oh, ben, ça me semble clairement un front. Je passais là avec la 61. Mais c'est drôle, tu sais. Je parlais avec mon oncle. Lui, il était là dans le temps. Tu sais, ce qu'on a aujourd'hui, le Janine, lui, c'était le Da Michele avant. Qui était avant d'être Cucilla Linda, je pense qu'il était fille de Michele justement là. Puis c'était ça. Puis lui il disait dans ce temps-là, c'était beaucoup plus ouvrier de ce côté-là. Ben, comme partout ailleurs dans plein de quartiers montréalais. Oui, mais Verdun c'était sec. On s'entend. Verdun il n'y a pas de bar. Puis là il m'a dit, ben partout autour de Verdun, dès que tu sortais de Verdun, il y avait des bars partout. Puis il m'a dit ça il n'y a pas longtemps. J'ai réalisé que dès que tu traverses Montréal, c'est des viaducs puis des bouts d'eau. Dès que tu traverses le viaduc, tu passes du plateau à Rosemont. Mais nous autres on a ça. Dès que tu traverses le viaduc à côté du Maxi, t'as le bar Capri. Puis je me suis toujours demandé pourquoi on a mis leur bar là. Dès qu'il m'a dit ça, j'étais comme aïe aïe aïe. C'est la première adresse après Verdun, bar Capri qui était là. Puis ils vont sûrement faire des condos un jour. Hein. Puis, mais là, je regardais, puis là, je suis comme à Côte-Saint-Paul. Tu sais, dès que tu sors de l'église, il y a un SO, puis l'autre bord de ça, t'as le pub Saint-Paul, le pub, non, c'est au vieux port, mais t'as ça, puis je suis comme aïe aïe aïe, Brasserie Saint-Paul. Brasserie Saint-Paul, quelque chose d'avant. Je suis comme, oui, c'est vrai, de même. Fait que là, tu sais, je trouvais ça drôle. J'aime ça apprendre sur l'historique, genre, du quartier de même. Puis comme juste, hein, là, tu vois qu'est-ce qui était autour et qu'est-ce qui a influencé. Là. Fait que, en gros, les runners de bar étaient juste l'autre bord de l'arrondissement ou de la ville dans le temps. Là. Ils nous attendaient. Comment? Ils nous attendaient à bras ouverts. Ben écoute, on vivait quand même à Verdun avant les bars, sauf que on n'était pas la ville la plus cool. Là. Mais là, tu sais, 20 ans plus tard, là, ça veut dire que t'es arrivé jeune, fringant, en pleine vingtaine. Let's go de même, tu sais. Puis là, Bill, tu sais, de 20 ans plus tard, père de famille, qui a tous tes propriétaires de 2 ados.
quasiment des adultes maintenant. Propriétaire, fier propriétaire. Wow, tu sais, locataire, pensionnaire. Tuteur, on va dire tuteur, guide. Guide, oui. Guide de 2 ados. On est revenu au Seigneur des Anneaux de ce côté-là. Mais tu sais, toi là-dedans, là, qu'est-ce que tu commences à prioriser? Tu sais, l'humain, il n'a pas le développement social. On parle de job depuis tantôt. Là. Ouais. Mais tu sais, toi, qu'est-ce que tu commences à prioriser? Tu arrives, t'es dans la... T'as l'air d'être dans la trentaine, mais tu mentionnais que t'étais considéré en quarantaine, là, façon de parler. Ouais. Mais tu sais, qu'est-ce que je tends même vers la cinquantaine dans notre mais qu'est-ce que tu priorises ces jours-ci? Pas juste de mais tu sais, qu'est-ce qui est important pour toi? Là? T'es comme juste toi, le Bill. Là. Personnellement, je pense qu'il y a toute la notion de la santé globale qui est super importante. Santé bien-être ou santé survie de. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, la santé survie de comme. Ouais, non, un peu des deux. J'ai eu des struggles personnels, puis il faut que j'en prenne soin. Puis en même temps, toute la question de la vitalité, en fait, c'est super important. Une espèce de vitalité globale. L'énergie, là, la drive. Exactement. Puis en fait, ce qui est tough, c'est que moi, j'étais dans un métier où j'étais très, très, très connecté sur le terrain, puis j'avais une relation un peu cléricale, avec notre membership, puis avec le terrain, parce que c'est l'endroit, honnêtement, c'est l'endroit. Il y a 2 endroits que je préférais dans mon travail, c'était celui de l'idéation et celui du terrain. Entre les deux, la gestion puis la day-to-day, c'était peut-être moins mon dada, puis c'était peut-être moins mes forces. Puis je reconnais que j'avais peut-être aussi certaines faiblesses là-dedans. Fait que je travaillais avec des gens qui étaient capables de combler ça chez moi, puis moi, je me concentrais sur ce que j'étais le meilleur, en fait. Oh, mais là. Aujourd'hui, je suis dans un rôle. Ouais, la vitalité. Aujourd'hui, je suis dans un rôle un peu plus stratégique, un peu plus politique. Je travaille pour la représentation de l'ensemble des sociétés de développement commercial à Montréal. Fait que c'est sûr et certain que je suis moins sur le terrain. Puis pour moi, le terrain a toujours été. En fait, c'est drôle parce que tu me poses la question. Puis je réalisais récemment que c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment beaucoup habité. Très jeune, j'aimais ça aller dans le bois, faire des camps, regarder le territoire, marcher. J'habitais. Avec le physique de la chose. Le physique de la chose. J'ai fait les foins, j'ai travaillé chez des agriculteurs, j'ai travaillé en restauration, j'ai travaillé en télévision, j'ai parcouru un bout de mon Québec grâce, dans le fond, à cette première carrière-là que j'ai fait dans vingtaine. Puis dans trentaine, le rôle en fait que j'avais à la SDC Wellington, c'était de donner de la visibilité puis du rayonnement dans le fond à une artère commerciale, mais on l'a beaucoup fait par le physique. Je savais que c'était important aussi la communication, la publicité, les relations publiques, mais on était beaucoup dans le développement de l'aspect physique de la rue, de l'expérience que les gens allaient vivre, la valeur ajoutée qu'on pouvait amener à l'expérience commerciale que la rue offrait, puis on tentait toujours de ne pas parler. Au début, en fait, puis ça, il y a eu une transformation. Au début, moi, je suis venu travailler pour une artère commerciale, je travaillais, en fait, à attirer des consommateurs, puis rapidement, dans l'élaboration, en fait, de nos stratégies puis de nos projets, j'ai réalisé que c'était pas les consommateurs que je devais attirer, c'était les citoyens. Et que par défaut, en fait, les citoyens allaient devenir des consommateurs à cause de la proximité. Mais si j'étais capable de créer avec mon équipe un sentiment d'attachement puis un sentiment d'amour, on revient au Verdun Love, si on était capable de créer un sentiment d'amour qui était réciproque et qui était pas qui était, je pense, développé, puis en toute humilité, là, puis ça, on pourrait le challenger, mais l'intention était là sur des valeurs de communauté profonde, parce que c'était ça qu'on tentait de faire vraiment dans le déploiement. On allait réussir notre pari, parce qu'on n'allait pas juste parler au portefeuille, on allait parler aussi aux gens du coin. Oui, exactement. On allait parler à des individus, pas juste des portefeuilles. T'sais. Puis tu sais, là, je reconnais ta passion et ton engagement pour ce que tu fais. Là. Fait que je vais te ramener quand même à la question, parce que tu parlais de toi, qu'est-ce que tu priorises. Ah ouais. Tu parlais de vitalité. J'ai dévié, hein? Non, mais c'est correct, c'est correct. We are who we are, là, c'est ta passion, ton énergie. Mais toi, c'est ça, tu priorises quoi? Tu parles de vitalité. Vitalité, tu veux dire vraiment l'énergie, la drive, le get up and go qu'on appelle, là, que Steven Tyler appelle dans le temps qu'il chantait. Faisait bien des affaires. Il était les produits naturels. Ouais, en fait, non, mais c'est comment on trouve l'équilibre là-dedans, parce que je pense que
j'aime réfléchir, j'aime travailler des stratégies, j'aime penser à tout ce qui est mise en marché, à tout ce qui est programme, tout ce qui est structurant définitivement. Mais honnêtement, il n'y a rien de mieux qu'une corde de bois, une hache, puis un ciotte pour m'amener de l'énergie. C'est une caricature que je te donne, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que la présence du terrain, m'alimenter, me nourrir de l'expérience des autres. Tu sais, j'ai travaillé longtemps en documentaire, hein, puis il y avait quelque chose d'excessivement riche là-dedans. Puis pour aller chercher la richesse du documentaire, faut que tu aies un peu faut que tu aies un peu la patience du pêcheur, tu sais. C'est le storytelling, mais il faut être patient. C'est ça, dans le storytelling, l'observation est le muscle fondamental. Là, c'est ça, fondamental. Puis ce que j'aimais le plus, en fait, non, c'est pas vrai, c'est pas ce que j'aimais le plus, tu sais, mais il y a des moments, je me rappelle très bien, quand je travaillais sur Wellington, tu sais, j'avais ce temps-là de disponible où l'après-midi, j'allais tout simplement m'asseoir sur les marches de l'église, incognito, je regardais, puis j'observais, puis j'avais aucune intention en arrière de mon observation. Pas d'agenda, j'étais juste là, puis genre, le monde fait quoi? C'est quoi les interactions? C'est people watching, finalement, de filer la vibe. That's it, tu sais, ou m'asseoir. J'aime prendre ce recul-là sur les lieux ou les choses que je connais bien parce que c'est une certaine façon de les redécouvrir ou encore de ne les pas prendre pour acquises. Puis... là, tu parles de vitalité, puis tu parles de l'état soir des marches d'église. Là. je te laisse. Non, mais je me dis, attends, ouais, mais je te laisse ton lien. Tu vas te trouver, là. Dis-moi, c'est pas vrai. Tu parlais de bûcher du bois aussi, là. Mais... Oui, non, mais il y a quelque chose dans mon travail, ce que je veux dire, il y a quelque chose dans le moment présent, il y a quelque chose dans le physique, dans le lieu qui est pas très cérébral. L'observation est riche. Puis quand on arrive, par exemple, dans le poste dans lequel je suis présentement, l'observation est un peu moins importante ou est un peu moins présente parce que le territoire est beaucoup plus vaste sur lequel on travaille, puis on est beaucoup plus loin du terrain. Tu sais, c'est des politiques, c'est du financement, c'est du coaching, c'est l'encadrement. Exactement. Tu sais, c'est aider tous les gens qui faisaient mon travail, notre travail à être meilleurs, puis à valoriser en fait la fonction. Ça, tu vois, c'est un bout qui est... c'est un bout qui est important dans le travail que je fais présentement parce que je pense que vraiment que les sociétés de développement commercial ou encore les autres nomenclatures qu'on pourrait utiliser, là, mais ces espèces de bébites-là qui créent du lien autre que juste un... Moi, je pense vraiment, puis là, il y a des gens qui pourraient dire non, tu n'as tout à fait pas raison, là, mais moi, je pense encore là que les SDC sont là pour créer un lien émotif entre une population qui vit en proximité d'une artère commerciale puis sa fonction économique. Puis je me suis toujours rappelé la phrase que l'ancien maire de Verdun, M. Bossé, m'avait dite. C'était on ne cherche pas, en fait. Attends un peu, il faut que je m'en souvienne. Ça, c'est des petits problèmes de mémoire ces temps-ci. Mais on ne cherche pas à attirer des consommateurs, on cherche à attirer des clients. Puis moi, j'avais compris cette relation-là. Quand il m'avait dit ça, j'avais fait OK, ouais, fait que tu bâtis dans le fond une relation. Ton rôle, c'est de créer entre la personne qui vient acheter chez vous, puis ton produit. Tu es en train de bâtir quelque chose d'un peu plus solide que juste l'action de vendre ou d'acheter. Puis moi, j'ai voulu la pousser encore plus loin. Fait que, moi, je parlais même plus, à la fin, je parlais même plus aux clients, je parlais aux résidents de Verdun. Puis dans la foulée, ben si j'étais capable de leur produire ou de leur donner avec nos équipes puis nos partenaires, dans le fond, des points de rencontre ou des points de contact qui allaient mettre en scène des valeurs qui étaient autres que le commerce, ben inévitablement, ces gens-là, j'avais l'a priori que ces gens-là allaient se sentir respectés dans une relation de consommateur, davantage que si on tentait de leur rentrer un produit dans la bouche. Et par la suite, ben, ces gens-là allaient répandre leur appréciation du quartier puis aller inviter des gens. Ben, j'ai un petit beef avec ça. Puis là, tu sais, je vais voir. Moi, nous autres, on a le bureau sur le plateau. Ouais. Ce qui veut dire qu'on a une part importante de nos teammates, là, de mes collègues qui sont français, puis c'est cool, puis on leur souhaite la meilleure des chances avec leur équipe à la Coupe du Monde, qui est encore très bizarre pour moi parce que la Coupe du Monde à Noël, je peux même pas regarder, j'ai regardé un match là. Canada s'est fait laver. Mais
un moment donné, ça m'a comme frappé, tu sais, je rencontre des gens, puis comme, t'habites où? Je suis comme, j'habite à Verdun. Ah ouais, du coup, moi aussi, j'habite à Verdun, tu sais, puis je suis comme, cool, t'es de quel coin? Puis ils m'en parlent. Puis j'ai dit, nice, puis elle dit, je suis comme, qu'est-ce qui a fait que t'as choisi Verdun? Elle dit, j'en avais marre du plateau, et je cite. Puis j'ai dit, je comptais pourquoi? Parce que c'était cher, parce que c'était ci pis ça. Puis elle a dit non, parce qu'il y avait trop de Français ici. Puis je suis comme intéressant, tu veux. Puis je me rappelais d'une autre discussion d'avant qu'elle avait quitté la France parce qu'il y avait trop de Français. Puis elle a quitté parce qu'il y avait trop de Français. Puis après, je l'entends au téléphone. Oh, beau catch. Y a-tu une tasse de café qui vient pas se retrouver sur le bureau? Dans le genre. Mais. Puis là, elle me dit, demain, puis je l'entends au téléphone plus tard en train de parler à son ami qui avait un nom, c'était invariablement français, mais elle est en train de dire, ah ouais, écoute, viens à Verdun, c'est beaucoup mieux. Puis je suis comme, hey, tu sais, tu as un doctorat, là. Je veux dire, tu réalises la mécanique de ce que tu fais, right? Genre, tu te dis à tes amis français de venir où tu as été parce qu'il n'y avait pas de français, parce que tu voulais quitter les français. Tu sais, comme tu réalises perpétuellement, il faut que tu fasses la recherche de la prochaine place, tu sais, à ce niveau-là. Puis, elle a ri, puis elle m'a traité de choses en verlan, là, puis je comprends, tu sais. Mais tu sais, je trouvais ça drôle. Puis, mais de ce côté-là, tu sais, l'évolution justement de la faune à Verdun, tu sais, on s'entend, le monde du gros, c'est plus ce que c'était, mais tout n'est plus ce que c'était. Même la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Exact. Mais tu sais, t'as vu quoi, toi, pendant tu sais, depuis que t'es arrivé, pas Billy, l'ancien DG de ce côté-là, mais comme le citoyen, tu sais, juste le Bill, toi, tu sais, la faune à Verdun, y a-tu plus de monde? As-tu l'impression qu'il y a plus de monde? Le monde est-tu différent? Tu sais, c'est comment t'as vu bouger? C'est quoi les chiffres que t'as vus, puis que t'as constaté depuis une couple d'années, depuis 20 ans? Moi, je dirais ce que j'ai constaté. J'aime vivre la France, là. Oh, ben oui. Tu sais, ça me faisait juste rire parce que je suis comme, mais c'est un enjeu qu'on n'avait pas de gens qui sont comme, viens habiter à Verdun, c'est mieux que, par exemple, le plateau. Il y a 20 ans, tu sais, qui aurait cru qu'on entendrait ça? Tu sais, c'est tough parce que dans la position où j'étais, c'est comme un peu ambivalent parce qu'en même temps, tu veux inviter des gens, tu veux leur faire découvrir, dans le fond, la richesse sociale, géographique, commerciale de ton quartier parce que tu penses qu'elle a une valeur. Je l'ai toujours pensé, puis je le pense encore. Peu importe. Non, c'est pas vrai, pas peu importe. Mais, tu sais, elle se transforme. Cette réalité-là, elle se transforme inévitablement. Les berges ne sont pas ce qu'elles étaient il y a 50 ans. Le profil socio-démo de Verdun n'est pas ce qui était non plus il y a 50 ans. Puis, tu sais, il faut accepter qu'on vit dans des mondes où on vit dans des quartiers. Les quartiers ne sont pas immuables. Les quartiers sont en transformation, puis ils vont toujours prendre une saveur. Ils vont toujours se moduler, dans le fond, à des forces ou à des facteurs qui débordent leur territoire. Je veux dire, le Myland s'est complètement transformé parce qu'il y a une force extérieure qui est arrivée puis qui s'est installée il y a à peu près 25 années, il y a 25 ans. Pointe-Saint-Charles. Pour pas le nommer. Pointe-Saint-Charles, c'est Pointe-Saint-Charles, ils ont même pas rénové les buildings. J'ai grandi là, les buildings étaient en train de craquer, ils ont encore des mêmes cracks, mais ils valent 800 000 de plus. Fait que tu sais, je pense que dans le développement de la ville, il y a des petits bouts, dans le fond, qui vont toujours nous échapper. Puis, à quelque part, on le savait que, puis là, on va le nommer dans la conversation, mais on savait que la gentrification allait arriver à Verdun d'une certaine façon. C'était inévitable de par la situation géographique. Puis, je pense aussi à cause des assets ou des avantages, les piliers en fait que Verdun avait, tels que la station de métro, le cadre bâti qui allait être rénové puis qui était encore disponible pas trop cher et le bord de l'eau. Je veux dire, ces trois facteurs-là réunis ensemble, à proximité 15 minutes du centre-ville. C'est ça, puis... Mais ces trois facteurs-là majeurs réunis ensemble, honnêtement, je pense que même si on n'avait pas la SDC, en toute humilité, puis le très peu qu'on a fait, proposer une image de marque, je dirais, édulcorée de notre quartier, d'une certaine façon. On a Instagram, on est du sucré, là. Moi, j'appelle ça Instagram, ma soeur, oui, définitivement. La grammabilité. Oui, définitivement. Même si on n'avait pas été dans cette direction-là, veut pas, le développement se serait fait malgré nous, malgré tout, de par la proximité, puis des forces qui sont beaucoup plus grandes que Verdun, qui est une attractivité, par exemple, sur Montréal. Ah oui, okay. Ça, le sud-ouest en ascension aussi. Puis c'était pas cher, là. Tu pouvais acheter relativement pas cher jusqu'à il y a peu de temps, là, mais là, ça a changé, mais... Ouais. C'est une bonne place pour n'importe quelle jeune famille de s'installer ou presque, là, Puis
Puis, tu sais, nous, on avait un mandat qui était d'être capable de ramener, dans le fond, de la clientèle sur l'artère qui était Wellington, parce qu'on se rendait compte, dans le fond, qu'il y avait des fuites commerciales partout, que les gens qui habitaient en périphérie de Wellington ne venaient même plus sur Wellington. On prenait notre char et on allait ailleurs. Fait que nous, notre mandat, c'était de convaincre ces gens-là de venir sur Wellington. Fait que, tu sais, pour être capable, dans le fond, d'amener des gens sur Wellington, il fallait leur offrir quelque chose d'autre que le commerce, parce que le commerce, on ne le contrôle pas. Je veux dire, c'est libre. C'est l'influence, mais c'est pas. C'est libre marché. Je veux dire, c'est pas nous qui décidons qui va signer un bail ou qui ne le signera pas. Ah, si ça. Donc, en fait, il y a des places où on l'a fait. Le Petit Champlain, d'ailleurs, en est un exemple notoire parce que, je veux dire, ce quartier-là au complet a été repris par. À Québec, le Petit Champlain à Québec. OK, je pensais que tu me parlais d'un resto que je connaissais pas. Non, le secteur du Petit Champlain à Québec, c'est un quartier qui a été vraiment redynamisé par deux visionnaires dans les années 80. Puis c'était vraiment un quartier qui était à l'abandon. Mais l'ensemble. Saint-Roch, ça a vécu la même affaire. Là, ouais, mais on parle de. Ouais, mais c'est deux modèles de planification quand même différents. Dans mesure, je reviens puis j'ouvre la parenthèse, je la referme avec le Petit Champlain. Mais le Petit Champlain, dans le fond, c'est une coopérative commerciale. Donc, tous les entrepreneurs ou les commerces qui sont sur le territoire du Petit Champlain font partie de la coopérative. Et c'est une des raisons pourquoi, dans le fond, dans sûrement une des plus belles cartes postales, non pas de la province, mais du pays, il fallait de la vision en tabarouette, pareil, là, de ces deux bonhommes-là. Là. Mais d'ailleurs, il y a un magnifique documentaire qui existe, qui a été produit par l'ONF. Ouais, je me rappelle plus le nom. Non, qui n'a pas été produit par l'ONF, c'est pas vrai. Il y a un documentaire. Oui, il y a un documentaire, c'est ça, qui s'appelle Petit Champlain documentaire, vous allez le trouver. Là, mais tout ça pour dire qu'il y a une notion de sélection. En anglais, j'aime bien le mot curated. Ouais. Donc, les commerçants qui se retrouvent sur le territoire du Petit Champlain ont été sélectionnés en fonction des objectifs du territoire et du quartier. La vision. Est-ce que nos artères commerciales pourraient éventuellement, puis je vais revenir à la gentrification, mais ça serait une façon de le faire, moi, je suis pour le libre marché. Je pense que le libre marché, c'est aussi une force hallucinante parce que les entrepreneurs, ils ont une énergie vitale, ils ont une drive qui est essentielle, dans le fond, pour, je pense, la vitalité de nos quartiers. Comment on est juste capable de trouver de l'équilibre? Parce qu'on en parlait tantôt avec les piétonisations. Malheureusement, l'entrepreneuriat, il n'est pas toujours conscient du big picture. T'sais, l'entrepreneur travaille pour son profit, puis c'est normal, puis c'est correct, puis il peut avoir aussi à l'intérieur de ses opérations des volontés d'altruisme, de partage et de communauté. Mais en même temps, comme on est dans le libre marché, on peut se retrouver avec des surreprésentations ou des sous-représentations, et ça, collectivement, ça nous crée... C'est comme marcher un peu dans un nid de poule. Donc, comment on est capable... Tu sais, la force, en fait, des centres d'achat, c'est comme la bébite hyper néolibéral dans le fond du commerce, le centre d'achat, mais en même temps, le centre d'achat, le propriétaire, il a un solide contrôle sur son mix commercial. Qu'est-ce qu'il faut? On a des magasins de chaussures. Ben oui, il joue avec des equalizers. Là. Lui, OK, on va monter les trebles, on va baisser les mids, puis on va monter à basse parce qu'on est rendu là. Peut-être dans de nouvelles chansons qu'on doit écouter. Excuse-moi pour l'analogie un peu boiteuse, mais en même temps, c'est là le super power, en fait, du centre d'achat. C'est qu'il est capable de moduler de façon très précise, en fait, sa zone commerciale en fonction du consommateur. Nous, on n'est pas juste une zone commerciale. Nous, on est aussi un lieu qui appartient aux citoyens qui ont des besoins de consommation. Oui, puis qui est sujet aussi à une réalité immobilière qu'on subit mais qu'on ne contrôle pas. Qu'on ne contrôle pas. Le propriétaire d'un édifice, lui, veut louer à un front de climatisation. On est comme, pas grand-chose qu'on peut faire. Absolument rien. De ce côté-là. Là, donc, est-ce que le front de climatisation... tu reviens à ton histoire tantôt de bord de l'eau, mais est-ce que le front de climatisation, dans le fond, on est capable de l'orienter sur d'autres territoires commerciaux qui vont trouver peut-être un peu plus où les usages vont trouver plus de cohérence, puis les nuisances ne viendront pas affecter, dans le fond, la vitalité d'une artère commerciale comme Wellington, comme Mont-Royal, comme Ontario, peu importe. Je pense que chaque type d'activité commerciale a sa place. Ceci étant dit, je ne suis pas pour non plus de hyper segmenter les territoires commerciaux pour créer des espèces de clusters très, très précis. Ouais, exactement. Moi, je pense que la mixité est le fun, mais si on laisse le marché gérer la mixité, je pense que des fois, on se tire un peu une balle dans le pied. Puis le danger qu'on a par rapport au développement des artères commerciales, c'est que
dans 5 ans, dans 10 ans, puis dans 15 ans, les gens de Verdun vont se réveiller, puis ils vont faire elle nous appartient comme plus, cette rue-là. Ouais, je t'entends. Puis OK, quand je reviens à mon combien de cages au sport versus combien de cafés indépendants, là, tu sais. Exactement. Mais j'ai une question pour toi, Bill. Pour rapper ça, juste parce qu'à un moment donné, il va falloir que j'aille me chercher un des meilleurs sandwichs en ville, là. Mon opinion et non la tienne. J'ai remarqué ta neutralité, là. On est le 15 décembre. Dans 10 jours, c'est Noël. Toujours un gros temps de ce côté-là, mais c'est surtout la raison pourquoi je dis ça, c'est que j'ai pas loin, j'ai un dépliant pour la Pole Well. Oh, nice. De ce côté-là, j'ai vu tantôt la ruelle enchantée, l'espèce de taudis qui est devenu une attraction. Je te lève le chapeau, tu sais, pour ça, là, parce que c'était un genre de place de dompage de poubelle, puis là, c'est rendu une attraction, là. Fait que ça, c'est très nice, là. De ce côté-là, il y a ça, il y a des stickers marqués la rue la plus cool au monde, puis il y a tout ça. Tout ça est arrivé plus ou moins quand t'as quitté. Y a-tu une partie de toi qui est comme, hey, comment je peux dire, y a-tu une partie de toi qui est comme, qui sent une grande fierté de je l'ai fait, ou tu le donnes-tu au suivant, puis à tout le monde qui est comme, wow, good job tout le monde. Y a-tu une partie de toi, tu sais, comment tu viens avec le succès aujourd'hui, qui est aussi une partie de la culmination, tu sais, de l'effet. D'ascension, de ce que tu fais, tu sais, tous les petits Legos que tu bâtis avec le temps, puis que tu as aidé, que tu as contribué, que tu as influencé. Puis là, tu vois, tu sais, la rue sur laquelle tu as travaillé pendant genre 10 ans, 15 ans, tu sais, que t'as de ton cœur, tout ça. Puis là, tu vois, genre, quand tu passes à autre chose, c'est nommé la rue la plus cool, il y a une partie de comme, vous tentez pas de nommer ça il y a 2 ans, tu sais. Comment tu vis avec le succès de la rue maintenant que tu as été un bâtisseur, mais que t'es plus. Toi, tu contrôles plus la Basefield Travel, là, tu sais? C'est un mixed feeling, en fait. C'est sûr que, tu sais, l'ego est flatté, c'est super le fun, puis c'est comme pour moi une marque de reconnaissance vraiment importante, puis intéressante, puis valorisante. C'est comme un peu de se dire, mission accomplie. Parce que c'est pour ça que j'ai été embauché. En même temps, en disant mission accomplie, j'ai énormément de reconnaissance. Puis beaucoup de reconnaissance parce que, je le mentionne souvent, si on a été capable d'aller chercher ce rayonnement-là pour la rue, puis un rayonnement qui était toujours, on n'a pas eu le temps de l'aborder, mais tantôt on a parlé de gentrification, moi ça a toujours été super important qu'on crée des événements pour et par la communauté. Au début, on aurait pu faire venir sûrement n'importe quel événement un peu trendy ou très en vogue pour être capable d'attirer une autre clientèle. Puis moi, je me suis toujours battu pour rendre nos événements accessibles à tout le monde, à tous les portefeuilles. Puis d'une certaine façon, aller chercher l'ensemble des personas, de rassembler sur la rue l'ensemble des personas qui composaient le Verdun, que ce soit en 2010 ou que ce soit en 2020. Puis là, je reviens à, je suis très reconnaissant parce que ce travail-là ou ce succès-là que tu mentionnes, ça a été le travail combiné. Honnêtement, là, Bernard, ça a été, je pense, le travail combiné d'à peu près 100-150 personnes de très proches. Tu peux pas. De très proches. C'est comme un pilote de Formule 1, tu sais, il y a raison pourquoi il dit. Il y a une équipe en arrière de son char, là, tu sais. Puis tout le monde a un rôle super important. Puis ça, ce succès-là, il doit être partagé avec, oui, définitivement, les gens qui ont composé l'équipe de la SDC, mais une multitude de fonctionnaires, beaucoup de commerçants, puis des citoyens qui étaient engagés, puis ils voulaient, dans le fond, connecter sur cette vision-là qui était aussi alimentée et partagée par plusieurs personnes. Fait que, tu sais, le succès de la rue aujourd'hui, j'en suis très reconnaissant, puis il y a quelque chose qui appartient au collectif. Ouais. Vraiment, parce que sans le collectif, on ne serait pas arrivé là. Puis je pourrais te passer. On pourrait faire une émission d'1 heure juste pour te nommer les gens qui ont contribué à leur façon sur le succès de la rue actuellement puis son rayonnement. Mais j'en reviens aussi au fait que cette reconnaissance-là, elle me pose aussi beaucoup de questions. Puis elle me pose beaucoup de questions sur l'avenir, dans le fond, de la rue, puis comment on est capable de gérer sa croissance pour faire en sorte que dans son évolution, elle soit toujours connectée à son monde, à sa population, aux valeurs de sa population, et qu'elle puisse toujours desservir une clientèle locale qui, elle aussi, est constituée de plusieurs profils et personas. Tu sais, il y a quelque chose de très, honnêtement, il y a quelque chose de très symbolique, et je pense aussi
c'est quelque chose dont on doit être vigilant par rapport, puis je vais te donner l'exemple, la fermeture du Dunkin' Donut. Oh man! On parlait des chaînes, puis qu'on veut-tu, combien qu'il y en a qui est assez de même, mais en même temps, j'étais fier d'avoir le dernier Dunkin' Donut. Hey, mes garçons ont mangé des beignes au Dunkin' Donut, man. Mais tu sais, puis là, je comprends, c'est le brand, les beignes. Moi, mon beau-frère, écoute, anecdote, c'est mon beau-frère français qui habite maintenant au Québec avec sa famille, se levait toujours, c'est toujours le early bird, fait que 5h30, 6h, il se levait, puis moi, quand je me réveillais à 8h, il y a toujours une douzaine de beignes de Dunkin' Donut qui étaient sur le comptoir. Achetais-tu le beigne useless, tu sais, le beigne en saveur de rien? Que le monde achète toujours par pitié, là, comme... Non. Il était sur tout ce qui est fourrage, lui, il adorait. Ah ouais, Ah ouais, Boston, chocolat, la fraise, tout. Là. C'était un grand. Il y en a qui disent farce, mais j'apprécie. Mais tout ça pour dire que quand le Dunkin' Donut est parti, il a fermé, puis tu sais, j'enlève absolument rien à la chaîne qui est là présentement, puis qui fait un super bon travail, puis qui a une image de marque. Hey, le Jack Lecoq, c'est bon. Non, moi, j'aime pas le poulet frit. Je vais au moins une fois par saison au Jack Lecoq. Il y a un sandwich croustillant rouge plus haut, là, tellement qu'il est épicé. Là. Exact. Ah, c'est bon. Mais c'est sans rien enlever à la bannière qui est là actuellement puis qui fait super bien sa job. Puis en même temps, je trouve qu'ils ont réutilisé le lieu en faisant une espèce de clin d'œil à ce que c'était avant. C'est bien intégré, ça a été bien fait, c'est bien pensé. Fait que chapeau à la chaîne qui est venue s'installer là. Mais quand le Dunkin' Donut est parti, il y a quelque chose qui était en train de se mettre sur un fade-out et le signal, moi, que ça m'a lancé comme, mettons, je me mets dans le rôle du planificateur ou du gestionnaire, puis là, je le fais avec des gros guillemets que les gens ne voient pas, mais... On les entend, j'entends. On les entend, hein? Ouais. Comment on gère, dans le fond, une popularité puis une lancée en ne laissant personne en arrière? Sans la pervertir aussi, je pense, mais sans... Complètement, en la gardant toujours connectée sur ce que les citoyens veulent, ce que les gens veulent retrouver sur la rue, parce que tu pouvais, on parle pas juste aller passer 1 heure à jaser avec du monde au Dunkin'. T'sais, on s'entend, là, un beigne puis un café sans fond ou avec fond, là, tu sais. Ouais. Puis, ouais, tu pouvais pour 4$ aller chiller pendant 1 heure, tandis que c'est effectivement... Ces lieux-là existent encore, tu sais, on peut trouver, puis je les nommerai pas, mais il y en a encore sur Verdun, puis je pense que, tu sais, on suit... Moi, je les nomme pas, mais moi, je les nomme. Non, je les nomme pas. Moi, je les nomme toutes. Mais c'est correct, t'as le droit de faire ça. C'est dans ta position de le faire. Mais tout ça pour dire que, tu sais, je pense que aussi le marché suit... la rue Wellington, c'est une économie de marché, donc elle suit aussi le consommateur. Le danger là-dedans, c'est que même pour la population locale qui pourrait avoir changé puis s'être transformée au niveau du persona de consommateur, on pourrait se réveiller un bon matin puis se rendre compte que même dans cette transformation-là du portefeuille puis de l'identité du consommateur, le mix commercial de Wellington ne répond plus nécessairement aux besoins de sa population locale qui aura été transformée, et ça, c'est une perte parce que on va encore une fois envoyer les consommateurs qui habitent à proximité de Wellington se procurer des biens vers d'autres pôles de consommation. Puis on défait un peu cet ancrage-là qu'on a. Un peu comme la Ramblas à Barcelona qui est rendu touriste. Ah là, c'est beau, c'est le fun, mais s'il y a bien une affaire que tu ne rencontres pas là, c'est du monde du coin. Ouais, puis vive le marché qui est encore présent, tu sais. Ah ouais, mais ça, c'est un peu le marché à Toiteux, justement. Là, mais c'est local, mais je sais pas, c'est du push and pull. Hein? Oui, puis c'est vraiment un équilibre quand même assez fragile, tout ça, parce que, tu sais, bon, t'es peut-être allé à Barcelone, moi je suis allé il y a à peu près 3 ans, puis on l'a fait la Ramblas pendant à peu près une journée et demie, puis rapidement, avec ma conjointe, on a fait, on prend-tu des bikes, puis on monte, tu sais, puis on s'en va dans le nord, puis on est atterri, en fait, dans une espèce de quartier... qui pouvait, je fais un clin d'œil qui peut ressembler un peu à la vibe du plateau Mont-Royal, avec une espèce de plaza centrale qui était assez mignonne, relativement petite, qui était pas très grande, là, et bordée de restaurants, mais quand on s'est assis sur cette place-là, c'était magnifique. Moi, j'ai vécu une épiphanie à ce moment-là, vraiment. Là. Mais quand on s'est assis sur cette place-là, il y avait, puis là, je te décris la scène rapidement, là, mais imagine-toi, des tables un peu éparpillées avec une espèce de mausolée dans le centre, bordé par des commerces tout le tour qui faisaient une ceinture de triplex qui faisait que ça rendait le lieu très, très intime.
Puis on avait des jeunes filles qui sortaient de l'école du primaire qui jouaient au B puis au D au sol. Tu avais des jeunes pros qui venaient de finir de travailler. Tout le monde prenait son petit verre de rouge ou ses tapas. Tu avais 3-4 dudes qui jouaient au soccer qui avaient à peu près 15 ans, mais là-dedans, il y avait un grand papy d'à peu près 70 ans qui jouait avec eux autres. Tu avais du monde qui tournait autour du mausolée avec des... C'était le chaos complet, mais... Magnifiquement. Orchestré. Puis tout le monde... En fait, ce qui était beau là-dedans, c'est que tout le monde trouvait sa place. J'aime ça. Donc, comment on est capable de développer des artères commerciales où tous les portefeuilles vont trouver leur place? On est quand même dans une logique néolibérale, là, ces artères commerciales. Oh, oui. Je veux dire, peu importe qui peut acheter la bâtisse, peut ouvrir à peu près n'importe quel commerce pour développer n'importe quelle clientèle qui viendrait de la place ou qui viendrait d'ailleurs. Mais comment tout le monde trouve sa place, tout le monde interagit ensemble, puis qu'on a une mixité des usages. Moi, je pense que dans les prochaines années, ce qu'on va devoir reconquérir auprès des artères commerciales, c'est que les grands lieux de cohabitation sociale s'effritent peu à peu. Là, je vais rentrer dans quelque chose, là, je sais pas, je me lance là-dedans. Les îles de la Madeleine. Non, ben, les frites. Non, mais tu parles des frites. Non, mais les îles de la Madeleine. Non, mais tu sais, regarde juste, mettons le télétravail. Ouais. On vit tous dans notre bulle à la maison, puis on va de moins en moins côtoyer l'autre qui représente un peu une certaine forme de différence dans notre bureau. On est bien chez nous. Puis à l'école, les programmes réguliers à l'école publique sont de moins en moins... en fait, même dans l'école publique, pour être capable d'aller vers l'école privée, on est en train de créer des programmes spéciaux. Fait que ton enfant, quand il va dans l'école publique, s'il n'est pas dans un programme spécial, il se retrouve... peut-être, avec une clientèle, malheureusement, qui n'est pas, comment je te dirais, qui se retrouve avec une quantité peut-être de problématiques importantes, puis qui est peut-être pas non plus, qui reçoit pas non plus tout le niveau de stimulation que tous les autres étudiants reçoivent. Mais tu sais, là, encore là, tu sais, le groupe sport, le groupe sciences, le groupe voyage. Fait qu'on a une approche hyper clientéliste, puis l'artère... Segmenté. Segmenté. Ça a toujours été mon beef, by the way, avec les médias. Autrement dit, la seconde qu'il y avait la radio satellite, c'est comme, hey, radio Pearl Jam, je suis comme, je veux bien, mais quand ça venait de sortir, il y avait 5 albums de Pearl Jam, là, je suis comme, hey, grosso modo 40 chansons, ajoute le double dans live, je suis comme, ok, ben, vous allez faire quoi 24 heures par jour avec 80 tunes, là, tu sais? On en parlait hier, au niveau des postes de télévision, je veux dire, il existe 555 canaux, je dis à la blague, là, mais de bouffe. Ouais. Puis la différence entre le A et entre le B, c'est qu'il y en a un qui cuisine à tous les jours avec de la margarine, puis l'autre avec du beurre. À un moment donné, c'est comme... C'est comme dans le temps, tu avais du heavy metal, tu étais du style heavy metal, on le voit par ton habillement, puis tu pouvais t'entendre avec des yo, mais les autres, il y avait leur tune, puis tout ça. Tandis que là, c'est comme, là, tu as du goth thrash metal, ouais, mais moi, le gaucher avec la pleine lune, j'aime quand les Norvégiens blabla tournent de métal, je suis comme, je sais pas. Mais je trouve ça un petit peu... granulaire. Oui, définitivement. Puis en fait, c'est à la fois, tu sais, je me convainc que c'est intéressant parce que on pousse en fait la spécialité au maximum, puis il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment intéressant d'un côté entrepreneurial ou innovation, parce que tu sais, la segmentation d'un peu toutes ces couches de clientèle-là fait qu'on améliore le produit encore plus, puis on le pousse plus loin. Mais d'un autre côté, ça crée des chambres d'écho. On spécialise. On spécialise. Mais ce qui est intéressant de l'artère commerciale, moi je pense que c'est encore aujourd'hui, quand elle est orientée vers sa population locale qui a comme un chapelet de profils socio-démo, puis qu'on est capable de répondre pas mal un peu à tout le monde, c'est l'espèce de dernier lieu où tout le monde se côtoie dans son quotidien. Puis que tu côtoies de la différence, puis que tu côtoies du monde qui ne viennent pas du même environnement social que toi, puis ces gens-là, tu as inévitablement une interaction avec eux parce qu'ils te regardent. Parfois, ils t'interjectent, parfois, ils te demandent un service. Des fois, ils te font un regard, ils te croisent, ils t'interpellent. Il y a quelque chose qui me rassure là-dedans. Puis moi, de faire en sorte que tout le monde ait accès à tous les profils et à tous les types de personnes et qu'on ait tous des conversations indépendamment de notre profil social et économique, ça me fait du bien. Puis si on perd ça à cause de la force du marché... Quand tu parles de la force du marché, tu parles de l'isolation qu'on semble favoriser en ce moment. Moi, j'avais de la misère à faire revenir les gens au bureau. Là. Je disais comme, sors de ta cuisine, sors de ton salon, viens interagir avec du monde. Puis tu sais, il n'y a rien comme un vrai high pipe.
sais, quand ça claque comme C'est il clair. faut dans la même, tu sais, puis ça résonne, puis tout le monde regarde, puis clair. c'était quoi ce bruit-là, tu sais? Vive la machine à café. Un vrai high five, là. Mais on jase, là, mettons Wellington devient du lutte. Ouais. Le du lutte des années fin 90. Puis que ça attire, j'ai absolument rien contre la provenance des gens, mais tu sais, du lutte, à l'époque, c'était une rue assez, je dirais, c'était une rue de destination gastronomique dans ce qu'était la gastronomie à l'époque. Ben, apportez votre vin pour un restaurant grec ou un autre restaurant grec, on s'entend. Mais en là, 1995, c'était le new trend, comme l'a été plein D'ailleurs, d'autres vagues de... On salue la franchisation avec le vieux du lutte. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu. Non, je sais pas s'il y a un lien, mais. Quel festin! Oui, mais tu le regarderas, tu vas l'aimer, lui. Je sais pas si tu l'as vu passer, mais il y a un propriétaire dans l'Est de Montréal qui trash talk, qui trash talk, en fait, ses clients, c'est comme. Je le résume de façon bête, mais si t'es pas contente, va ailleurs, il y a un McDo à l'autre coin de rue. Et c'est des quotes à peu près, puis là, elle est soft la mienne, là, mais c'est des quotes à peu près de même tout le long dans son fil. Écoute, ça a même fait les manchettes. Bref, je t'invite à aller voir, tu vas trouver ça, Nice. c'est une curiosité. Mais tu parles du lutte, là, tu sais. Mais là où je veux en venir, c'est que, tu sais, quand on laisse aller, en fait, le marché, puis il y a une hype, il y a une vibration, il y a quelque chose qui est attractif puis qu'on ne contrôle pas notre marché, ben, on pourrait présumer que dans 15 ans, on va se retrouver avec une artère Wellington qui ne correspondra plus nécessairement aux besoins de la population locale, tout portefeuille confondu, puis que finalement, ce sentiment-là d'appartenance à un territoire qui, pour moi, pour réussir et pour être périn, doit aller conquérir d'autres fonctions que la fonction commerciale, ben on va s'être planté parce qu'elle ne correspondra plus, dans le fond, aux besoins de la population immédiate. C'est ça, ok, ouais, je comprends. Dans le fond, ça serait un point de, pas un point de bascule, mais un point de scission. Complètement. Où est-ce que tu aurais, Wellington devient un brand dissocié de Verdun? Complètement. Puis où est-ce que le monde de Verdun va manger versus, tu sais, on se retrouverait avec des touristes carrément. Et c'est en fait. Qui dirait qu'est-ce qu'ils mangent les gens locaux. Ouais, puis je reviens à ta question tout à l'heure, où tu as mis en lumière en fait le succès qu'on a connu dans les 10 dernières années avec l'ensemble des parties prenantes qui ont travaillé à celui-ci. Ben, moi, ma crainte, c'est d'atteindre un point de bascule avec Wellington qui pourrait nous amener ailleurs et qui ne correspondrait plus aux besoins d'une population locale. Tant, je te dirais, au niveau de sa mixité sociale qu'au niveau de son rapport avec la culture qui est diffusée sur l'artère ou encore, bien évidemment, dans le fond, l'offre commerciale qu'on retrouve sur la rue. Puis là, ben, dans le fond, juste de façon un peu philosophique ou de façon un peu plus holistique, moi, je pense qu'on aurait perdu. Mais si on le ramène vraiment au niveau de l'enjeu de l'heure qui est celui des GES, ben, on a perdu aussi sur toute la ligne parce que si je pouvais me déplacer à pied pour me fournir en biens et services de mon quotidien et qu'aujourd'hui, je ne le retrouve plus parce que, dans le fond, il y a un trend qui a pris la place à la rue puis on attire du monde qui ne viennent pas de Verdun sur la rue pour être capable d'alimenter le commerce qui s'est développé par lui-même, ben à ce moment-là, le citoyen est obligé, lui, de prendre son char ou encore de commander un produit qui n'est plus disponible en proximité. Fait que, tu sais, c'est... Ouais, c'est là fait la poule grossir, mais pas grossir trop vite. Et puis l'équilibre, puis le dosage, là. Mais comment on trouve des mécanismes, dans le fond, qui vont à la fois sécuriser certaines fonctions de l'artère qui sont hyper importantes puis qui n'existent pas présentement. Puis qui ne briment pas non plus l'évolution. Tellement pas, parce que faut que tout ça change. Ça n'a pas le choix. Faut que tout ça se transforme. Ça prend du data, ça, Bin. Mais là, t'as-tu une autre heure? Là, ça me touche. J'ai pas une autre heure, mais de toute façon, ça va prendre. Next time, il faut qu'on parle de la cabane à Nash et Boiron. J'ai déjà accidentellement dit la cabane Pénis et Boiron. Puis, je dépendamment de l'usage. En parlant à un groupe quand même assez large, mais c'est vraiment sorti, by the way, juste tout seul. Là, juste, là, la cabane Pénis et Poiron à Verdun, tu sais, la moitié des gens savaient de quoi je parlais, eux étaient crampés. La moitié des gens ne savaient pas de quoi je parlais, eux étaient particulièrement curieux de savoir c'est quoi le restant de machin. C'est qui le monsieur qui parle? C'était passé. Moi, c'était vraiment une bulle de cerveau. J'ai dit ça, puis tout le monde est comme. Bernard, t'as dit, je suis comme, oh. Ça rentre dans la classification des péronismes. Ouais, non, j'ai dû assumer, hein. Mais faudrait qu'on en parle parce que la plus grosse ever,
c'est devenu un monstre, cette affaire-là, là, dans le bon sens. Puis la plus grosse ever a été. Fallait tirer à la plug juste une semaine avant. de ce côté-là. On pourrait peut-être en parler next time, creuser un peu là-dedans, parce que c'est devenu un monstre. Moi, je trouve ça. Je trouve ça. Ça m'a donné 2 hernies discales, cette annulation-là, je pense aussi. Non, blague à part. Sérieux? Mais ça a été le début d'un processus quand même spécial, mais non, c'est sûr que quand tu arrives à la ligne d'arrivée, puis dans le fond, c'est comme un peu. C'est la 10e année, c'est le mariage que tu organises, puis la mariée ou le marié se présente pas. C'était l'espèce de feeling de la réunion n'aura pas lieu. Bon, OK, on retourne à la maison. That's it next time? Yeah, thanks. C'était le fun. Billy Walsh. Salut. À 10 jours de Noël. Merry Christmas.